Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Louis. Eh bonjour. Et tout de suite, notre générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, on finit notre cycle sur les slashers avec alors pas vraiment le remake, mais le massacre à la tronçonneuse de 2003, The Texas Chainsaw Massacre. Massacre. De Marcus Nielspel. De Marcus Nielspel. Produit par Michel B. Produit. Oh non, c'est reparti avec Michel Fourmi et Michel B maintenant. Et Agnès B également. Oh, blague de mode. Donc produit par Michael Bay. On adore. Et initié même par Michael Bay. Et initié par Michael Bay. Parfois la guêpe. Et je ne peux pas vous en dire grand chose de plus, mais peut-être que Quentin, tu peux nous pitcher un petit peu ce film. Pitch complexe. Car Il y a un massacre et une tronçonneuse. exactement, fin de l'histoire, à la semaine prochaine pour le cycle Bambi. Non, en fait, juste avant d'enregistrer, on était là en train de se dire, oui, là, ça n'était pas un remake, on était au courant, mais c'est, étant donné l'époque, ça semble être vraiment très très peu de temps après l'histoire du tout premier film. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait même supputer, mais ce serait pas tout à fait vrai parce qu'elle part en voiture en réalité, mais on pourrait presque imaginer que la jeune femme qui monte dans la voiture de cette petite bande de copains partis pour aller à un festival de musique, un concert quoi, ouais. un concert des Stones sans doute ou je ne sais quoi. De Skinyrd. Voilà. Lynyrd Skynyrd. Eh bien, on pourrait imaginer que c'est, faire l'hypothèse que c'est la fille de la fin du premier qui les appelle à l'aide. Voilà. Mais non, oui. Alors je hoche de la tête parce qu'en fait, quand on repense à la fin du premier film, l'hypothèse, elle est plus ou moins secourue à la fin du premier Voilà, film. oui, c'est ça. Elle part en voiture normalement. On pinaille. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire avec une franche certitude, ou du moins à 90%, c'est qu'elle fuit la maison des vilains tout pourris, là, redneck, qui aiment la chair humaine, et elle demande refuge dans cette voiture. Bien. À partir de là, évidemment, comme d'habitude, descente aux enfers. La voiture avec les gens dedans va se retrouver petit à petit, alors en panne, je sais plus quoi, machin. Il faut appeler le shérif parce que la jeune femme s'est tirée une balle dans la tête. C'était bien la peine de monter dans la voiture pour se tirer une balle dans la tête. À l'aide d'une arme que, je sais pas trop, elle s'était le fichu, parce que quand même, elle le sort sous sa jupe. Excusez-moi, mais enfin, je trouve ça un petit peu grossier. Alors toi, t'as jamais vu un spectacle de Danny Larry, hein, non, moi je vois pas de spectacle. C'est un magicien, juste. Oh mince, je pensais à un truc horrible. D'accord. J'ai bégayé sur Danny Larry en plus. La vanne est nulle, t'as pas la rêve, j'ai bégayé. Ouais, allez hop, ça dégage. On passe à la suite. J'avais vu un film d'Alexandre Arcadi. Donc, bref, c'est ça. Et donc, bon, voilà. Tac, la maison, les méchants, de la tronçonneuse qui arrive très vite, puisque je me suis noté que la première attaque à la tronçonneuse arrive quand même au bout de 32 minutes de film. Oui. Ça doit correspondre à peu près au timing du premier. Il faut un peu attendre quand même. Oui, parce que tout va bien au début quand même. C'est veut dire ils partent, ils sont contents, et voilà, ils partent en vacances. Ça se roule des pelles derrière. Il y a le couple un peu plus ancien devant. Ça se fume des petits vélos, des petits joints. Et quelle décadence. Évidemment, c'est la sale époque des années 70. De toute façon, cradingue, on se lave pas, etc. Et heureusement, il y a un shérif qui vient un peu rétablir l'ordre dans ce putain de bled, et qui est joué évidemment par ce brave Lee Ermey qu'on connaît de Full Metal Jacket, entre autres choses, et qui d'ailleurs joue dans plusieurs des Massacres à la tronçonneuse, je crois, dans les différents remakes. Après, ce remake-là est initié d'autres suites, remake et même un préquel. Ouais. Voilà. Un préquel, parce qu'il y en a un, on voit le naître, le gamin au début, oui. Il naît dans une boucherie. Mais il y a même eu plusieurs préquels en fait. Préquel. Oh. Alors, Massacre à la tronçonneuse, c'est quand même une saga qui a été particulièrement malmenée à partir du succès du film original, quoi. Il y a eu un 2 réalisé par Toby Hooper
lui-même, qui était le réalisateur du premier, qui est un film très différent du premier, qui est quasiment un film comique, qui va à fond dans la veine déjà vaguement comique qu'il y avait dans le premier, qui est presque une comédie par certains aspects, et que Toby Hooper avait lui-même considéré comme tel. Et après, il y a eu des suites complètement nulles, et puis ensuite, en 2003, ce remake qui va redonner naissance à une forme de saga de suite, de remake. Après, il y a eu des films en dehors qui repartent à zéro à chaque fois, jusqu'au dernier film Netflix, qui pareil, en fait, repart de zéro avec juste le concept de un tueur avec une tronçonneuse. Ouais. Bon, sans jamais arriver à égaler le premier, qui de toute façon est inégalable, parce que le premier est quasiment un accident, en fait. C'est un film qui est involontairement génial, pour le coup, le premier film. Bref. Et puis Marcus Nispel, c'est quand même pas la panacée, parce que jusque-là, c'est quand même le réalisateur, surtout un réalisateur de clips, notamment pour Mylène Farmer. Et pour qui, Louis? Et pour qui? Étienne Dao. Ouais. Et qui d'autre? Alain Chamfort. Oui. Et enfin Pascal Obispo. Ouais. Ça fait depuis un an, je veux parler de Pascal Obispo dans cette émission. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce brave Pascal? Quelle calvitie. Non, mais quelle maîtrise de l'absence de cheveux, quoi. J'aimerais vraiment, un jour, si j'ai une calvitie, je veux être Pascal Obispo. Ah bah c'est ça, ou André Agassi, quoi. On est sur. Les deux se ressemblent. D'ailleurs, il y a un biopic sur André Agassi qui va sortir. C'est Pascal Obispo qui joue le rôle. Il travaille en ce moment sur Coup droit. Et inversement. Agassi en Obispo. Voilà, on adore. Michel Blanc était casté, mais je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Bon, en parlant de cannibale. Oui, bien sûr. Putain. C'est dur, hein. Ouais. non, mais peut-être que Louis, tu as des informations sur la production du film. Je ne sais pas. Je demande. Oui, j'y étais. Donc, non, je le suggérais. En fait, le film est plutôt initié par Michael Bay, qui récupère les droits du film à un moment en fait où, en tant que réalisateur, il a amassé pas mal d'argent avec sa boîte de production Platinum Dunes. Je sais pas pourquoi je trouve ce nom de société beauf à l'image de Michael Bay, mais que par ailleurs je déteste pas. Hein. Et du coup, il va mettre en branle j'aime bien cette expression, mettre en branle ce projet, qui va être très froidement accueilli. Et ça, c'est assez significatif, parce qu'en 2003, on est à un moment où Internet commence à prendre quand même de la place dans la production cinématographique, où en fait les gens peuvent donner leur avis de manière beaucoup plus directe sur ce qui se fait. Et quand l'info tombe, pour le coup, c'est accueilli très tièdement, parce qu'il y a une attache hyper forte au film de Toby Hooper de 74, qui est vraiment mythique, et qui est considéré comme un peu unique, parce qu'on sent que je disais que c'est un film accidentellement génial, par rapport au fait qu'on sent que le tournage, en fait, et les conditions même de tournage, ont participé à rendre le film sensoriellement unique. C'est une expérience qui est presque plus sensorielle que simplement narrative, entre guillemets. Enfin, le scénario est très simple dans le film de Toby Hooper. En fait, c'est cette espèce d'atmosphère poisseuse et pesante, horrible. Et ce côté complètement fou. En fait, tout le film est fou du début à la fin. C'est presque une expérience psychédélique pour le coup. Et du coup, le projet va quand même se monter avec en plus Marcus Nispel, qui est un réalisateur qui a pas vraiment d'expérience significative dans le cinéma d'horreur. Et ça va pourtant être un énorme succès, à tel point que ça va donner naissance à toute une vague de remakes de films d'horreur qui va vraiment pulluler dans les années 2000, donc dans la première décennie des années 2000, disons, avec un remake par exemple de Vendredi 13, lui-même réalisé par Marcus Nispel, qui est pour le coup vraiment une énorme merde, et le film par Marcus Nispel, et Les Griffes de la Nuit, entre autres, pour les grandes sagas de slasher un peu mythiques. Donc c'est un film qui a une certaine importance quand même, parce que son succès, et le fait aussi qu'il va finalement être assez apprécié par les fans de cinéma d'horreur, notamment voilà, ça va vraiment ouvrir une espèce de vague de remake qui après c'est un peu éteinte d'elle-même, comme toujours dans le cinéma de genre. En fait, il y a des cycles, et qu'on voit renaître là ces dernières années avec les remakes d'Halloween qui ont amené un remake de l'Exorciste, etc. Enfin, une suite de l'Exorciste. Bon, bref, c'est un peu le début de cette vague des années 2000 qui ont pour caractéristique d'être des films quand même assez médiocres, qui ont pris les concepts des films originaux, tout en, disons, amassant tous les clichés et tout ce qui rend beaucoup de films d'horreur de ces années-là assez médiocres, c'est-à-dire en fait quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus archétypal, et surtout de s'adresser à un public déjà constitué, en du coup leur servant un peu la soupe, en voulant leur faire plaisir, et en les considérant comme des idiots, parce que pour le coup le film a assimilé l'idée que c'est un cinéma qui s'adresse d'abord aux ados, et j'ai l'impression qu'il a une vision des ados quand même assez méprisante, quoi, parce que le film est quand même très con. Les personnages sont
relativement naze, pas très bien pas très traité, pas très intéressant, très superficiel. Et il y a ce truc un peu paradoxal où ça se passe dans les années 70 et on a vraiment l'impression de voir des ados des années 2000 en termes d'attitude, en termes de nonchalance. Puis, je sais pas, ils sont assez puants, ces personnages, ils sont assez désagréables. À tel point qu'en fait, on en vient presque à ne pas regretter leur massacre, ce qui est quand même horrible. Et je pense que le film entretient ça de manière assez volontaire, quoi. C'est qu'on a ce côté un peu jouissif de la mort, on en a parlé pour le Rob Zombie la semaine dernière, qui n'était absolument pas le cas dans l'original, où pour le coup les mises à mort étaient d'une brutalité inouïe et ne provoquaient en fait aucun plaisir pour le coup. Et maintenant tu nous refais la même chose mais en imitant Stallone. Eh oui. Hein. Merci. Ouah, je suis pris au dépourvu. Non, pardon, excuse-moi. Je fais Stallone maintenant ? Bien sûr. Parce qu'on avait... J'ai pas tenu ma promesse la semaine dernière. Voilà, donc il faut maintenant. C'est pas ma guerre. Oh putain, l'enfoiré. Il y a 15 jours qu'on attend ça pour un C'est pas ma guerre. En français en plus. En fait, il imite Dorval, quoi. Exactement. Bon, et ben ça fera plaisir à nos amis. Je suis malade. Bah oui, bah justement, il faut en profiter. Comme ça, bon. Alors, je vous fais Mbappé la semaine prochaine. Je pense qu'on aura zappé. Hein, mais... Oui, mais surtout, je savais pas. Ah si, oui, il a une voix quand même. Oui, ouais, je vous fais Mbappé la semaine prochaine. Ok, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que le film tient essentiellement grâce au sexiness de Jessica Biel. Il faut le reconnaître. Mais non, mais parce que je me le suis si on parle pas de Nibar, c'est comme les requins. Il arrête de nager, il meurt. Exactement. Quentin, c'est... Alors, c'est très vrai. À la nuance près qu'on ne voit pas ses nichons, mais qu'on l'a affublé d'un jean taille basse qui met en valeur quelques formes. Voilà. Tout à fait. Mais cela étant dit, je le dis à moitié en plaisantant, parce que bon, bah, c'est vrai que les autres personnages sont tout à fait fadas. Voilà, fadas. Ouais. Peut-être même fadasso. Je ne sais pas si ça se dit. Qui est fada, toi. Fada, ouais. Et oui. Alors moi, j'étais quand même un peu au début du film. Je voulais être dans de bonnes, de bonnes. Disposition, je voulais être un peu sympa, je voulais être bienveillant, quoi, vous voyez, le mot à la mode. Et donc je m'étais dit, j'aime bien l'image un peu désaturée et les décors crado. Et c'est vrai qu'en t'écoutant reparler du tout premier, le problème, mais qu'on retrouve pas que dans ce film-là, mais dans tous ces films un peu plus récents, c'est que le crade, t'as l'impression que c'est très difficile d'ailleurs à expliquer, mais que c'est un crade artificiel. Là où par exemple dans le premier, t'as l'impression en fait que c'est un film amateur, que c'est quasiment de l'ordre du fan footage. Mais en fait, ça l'est. Et voilà. Et donc c'est déjà crade. Et moi, j'ai été traumatisé par le premier, au moins par la première fois que la porte en métal s'ouvre ou se ferme, je sais plus, mais elle s'ouvre. Voilà. Enfin, elle s'ouvre et elle se referme. Et voilà. Et avec quelqu'un derrière, quoi. Enfin, quand c'est embarqué. Bon, là, il y a quand même. Moi, je prends quand même un certain plaisir. Il y a les trucs pleins de sang. Il y a c'est dégueulasse. Il y a les pics de crochet. Enfin, les pics de crochet, les trucs de boucher, les crochets de boucher. Les crochets de boucher. Ça fait nom de groupe de metal punk français des années 80. Oui, les crochets de boucher. Bon, enfin, t'as dit de métal. La kermesse. T'as dit de métal, oui, pardon. Oui, non, mais je pense au garçon bouché, en fait, de François Di Lazzaro. Exactement. Oui, Pigalle, compagnie. Oui. Vous êtes bien sur France Culture. Les journées musicales. Donc, bref, c'est un tissu de conneries. Ils sont tous très méchants. Il y a pas, alors là non plus, il n'y a pas de débouchés, enfin d'issue de secours. Il y a des bouchées. Il y a des bouchées. Oh non, ça suffit. Non, on arrête. Excusez-nous. Tous les gens de la bourgade sont méchants. Oui. Il faut bien. Et dégueulasses. C'est-à-dire que le shérif, évidemment, fait partie de la famille. Quand un personnage, Jessica Biel, en fait, trouve refuge chez deux femmes qu'on imagine être deux vieilles lesbiennes. Finalement, en fait, elles font aussi partie de la famille. Elles la droguent et compagnie. Elles ont enlevé un enfant. Ça fait tout à fait frics parce qu'il y en a une qui est un peu rachitique et l'autre qui est une espèce d'obèse, tout ça. Il y a un côté un peu burlesque, étrange. Oui, ça ferait presque penser, tu sais, à ce tout bizarre dans dans la colline à des yeux, tu sais. Qui fait partie de ces remakes dans les années 2000. Ça n'arrête pas, voilà. Bon, bref, ils sont tous méchants et toute la bande du départ finit donc décimée, découpée en rondelles, en morceaux, mangée, je sais plus trop quoi. Et parce qu'on va spoiler, étant donné que ce film est tout à fait, enfin vous n'êtes pas du tout obligé de le voir. Jessica Biel
finit par couler une bielle. Mais écoutez-moi, mais ce que je veux dire, c'était... Je suis tout oui. Parce qu'elle prend une voiture et qu'elle peut quand même se venger du shérif en lui roulant 4 à 5 fois dessus. Et là, on apprécie le geste. Parce que un des trucs des films d'horreur, c'est de tuer quelqu'un qui se relève. Là, c'est quand même pas Michael Myers, donc lui, on lui a roulé 3 fois de suite. Il est bien dessus, écrasé. Je n'arrive plus à faire la moindre phrase. D'un côté, ce qui est un peu frustrant malgré tout, c'est qu'elle se venge du shérif, mais contrairement à La Colline des Yeux, par exemple, les autres sont toujours là. Alors que quand même, dans La Colline des Yeux, ils se vengent bien de plusieurs, pas de tous, mais il y en a quand même quelques-uns qui se font bouffer par des chiens, par des trucs, tout ça, quoi. Alors que là, t'as pas un peu cette satisfaction de spectateur ou spectatrice de « Ah, voilà !» Ah non, oui. Le mal perdure, même si, à cause du début du film et de la fin, on imagine quand même que là, ça y est, la police y est passée et qu'il a dû se passer quelque chose, ou alors ils ont fui. On ne sait pas trop, mais parce que la dernière image, c'est ce policier qui est en train de filmer et qui se prend un coup parce que la maison n'avait pas été sécurisée. Et donc, visiblement, il y avait encore des méchants dedans. Bon, on peut tout à fait se passer. C'était une fin ouverte pour pouvoir faire une suite. Ah ouais, c'est pour ça. Oui. Faut pas le dire. Ouais. Donc, parce que c'est vrai que sinon, on s'en fout complètement de ces images en noir et blanc. Oui, c'est bien ça. J'étais pas sûr, mais... Je te confirme. Bah, très bien. Donc bon, voilà... Alors, un autre truc très chiant dans le film, et qui participe à construire très artificiellement cette espèce d'intensité que le premier film avait naturellement, c'est ces caméras ce qu'on appelle les shaky cam, quoi. C'est-à-dire une caméra qui bouge beaucoup, qui est là sans doute pour donner un aspect vaguement documentaire au truc, mais qui en fait est assez... à mon sens disgracieux et assez pénible même en fait d'un point de vue purement visuel, quoi. Et ça aussi c'est très artificiel, ça participe à un truc qui est très fabriqué et où du coup moi perso j'y crois pas trop et ça me laisse un peu en dehors. Ouais. Parce que je vois trop la fabrique. Je vois trop le truc de en fait on essaye de rendre ça intense artificiellement surtout à mes yeux. Je trouve que on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas très original et c'est pas très innovant. Il y a ce fameux plan où tu me disais, Louis, ils ont fait un peu la pub autour de ça, où justement la nana qui prenne en stop au début du film se tire une balle dans la tête et en fait la caméra passe à travers le crâne et bref. Et c'est un peu le seul plan un peu innovant, mais je veux dire, moi il y a un mec qui court avec une tronçonneuse dans la main, je veux qu'il lui arrive quand même des bricoles, tu vois, qu'il se prenne la tronçonneuse dans le linge ou les trucs comme ça, quoi. Il se prend quand même, vers la fin, il se coupe un peu la jambe. Ouais, mais comme alors ça arrive une fois, ouais. hein, c'est franchement... Mais ça reste, ça reste tranquille. Le bras, il lui manque pas un bras d'ailleurs. Non, ça c'est quand c'est plus tard. C'est elle, lui met un coup de feuille là. Ouais. Mais d'ailleurs, je rebondis sur les draps. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué. Ça m'a choqué, je vous le dis tout de suite, ça m'a choqué. Pourquoi ? Quand on voit l'état de la maison dans laquelle ils vivent. Ouais. Tout est sale. Et en revanche, dehors, il y a plein de draps blancs immaculés en train de sécher. J'aimerais bien savoir qui fait la lessive dans cette famille. Parce que ça n'a aucun sens, ces draps. Avec Ariel, le blanc est plus blanc. Et hop, un petit placement de produit. 10 000 $, merci. Je parlais d'Ariel Dombal, rien à voir. Ah oui, bah oui. C'est elle qui fait la lessive au Texas. Bien sûr. Texas Rangers. Et... ça devient aléatoire. Et d'ailleurs... Il y a des trucs comme ça qui pop. Tant qu'on est dans les références, n'oubliez pas d'où vient Jessica Biel. C'est à la maison, non ? Oui, bravo, elle a gagné. Et vous gagnez l'intégrale du dictionnaire des séries américaines. Voilà. Et en fait, on se retrouve un peu gros gens comme devant parce que on n'a pas tellement grand-chose à dire de plus de ce film qui est finalement. Alors moi, j'étais pas dans de très bonnes conditions. Mais je me suis lassé. On avait échangé par texto. C'est long. C'est long. En fait, c'est très long. On se fait très très chier et il manque quelque chose. Ça dure qu'1h40, mais c'est long. Mais le premier devait durer 1h20, un truc comme ça. Ouais, le premier, tu t'en prends plein les mirettes. Mais je trouve que déjà, l'absence de sympathie pour les personnages du van, c'est très compliqué, quoi, en tant que spectateur, de les suivre après, courir dans tous les sens, alors que tu t'en fous un peu. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que les personnages masculins... Alors, son mec à elle, il meurt très vite, mais les deux autres... Ils deviennent un peu courageux et un peu sympathiques, mais quand c'est déjà trop tard, quoi. Quand, ils sont vraiment sur la fin, donc moi je trouve ça un peu dommage, parce que je trouve que c'est ce qui fait, en règle générale, que t'as envie qu'il y en ait un ou deux qui s'en sortent, quoi. Oui. Alors que là, vraiment, on s'en fout un peu. Là, on a la hein. Final Girl, forcément, mais oui.
On passe au moment comptable, ça vous tente? Bien sûr, ouais. Moment comptable. Alors le film a coûté 9 500 000 $, qui est pas énorme, pas titanesque non plus. Hein. Ah ouais? Non. Ok. Et il en a rapporté plus de 80 500 000, ce qui en fait le plus gros succès de la saga. Et qui va vraiment confirmer en fait le succès de ces films-là. Et ça va même en fait longtemps demeurer l'un des plus gros succès pour un slasher et l'un des plus gros succès pour un remake de film d'horreur. Donc en fait c'est un gros truc. Et alors pour le coup, je sais pas pour vous, mais moi je me souviens que dans ces années-là, bon 2003 j'étais quand même jeune, mais je me souviens que pendant longtemps, ce Massacre à la tronçonneuse, c'était une vraie référence de films d'ado à sensation, où moi j'avais des potes qui, quand ils commençaient à regarder des films d'horreur, c'était un film par lequel il fallait passer. Ah ouais. Donc il a vraiment réussi à s'imposer comme un nouveau classique des années 2000, et pour beaucoup en fait quand on parle aujourd'hui de Massacre à la tronçonneuse, c'est celui-là auquel ils pensent en fait. D'accord, okay. Même si il est un peu retourné au second plan maintenant, parce que l'original de Tobe Hooper a retrouvé, ça a toujours été un classique, mais le fait qu'il soit ressorti, notamment en France, il est ressorti il y a une dizaine d'années, ça avait été un gros événement. La Carlotta vient de le ressortir encore dans des nouvelles versions restaurées, etc. Mais pendant longtemps, quand on parlait de Massacre à la tronçonneuse, pour beaucoup de personnes, c'était ce remake. Okay. Donc c'est quand même pas rien, et c'est pas un film qui a pas été vu ou qui est complètement oubliable, au-delà de ses qualités. Ces grandes qualités qu'on vient de mettre en avant en lumière. Et d'ailleurs, en parlant de ça, nous nous excusons platement parce que, alors que Louis nous l'apprend, c'est un film qui avait presque surpassé son original en termes de médiatisation pendant un temps, eh bien, il est fichtrement difficile à trouver, donc ça, nous vous prions de nous excuser parce que parfois c'est fait exprès, c'est des films vraiment confidentiels. Là c'est pas censé être un film confidentiel, mais on en a chié des ronds de chapeau, pardonnez-moi l'expression, pour pouvoir le voir. Et donc pour tous ceux qui nous écoutent, vous tous, des millions chaque jour plus nombreux, eh bien il faudra passer par de vieilles plateformes de streaming ou toutes moisies, ou trouver les DVD, et dans ce cas-là nous en envoyer une copie que nous classerons dans nos archives, parce que moi je l'ai, mais j'avais oublié que je l'avais en fait. Bon, merci. Voilà, tout le monde en a chié pendant 3 semaines pour voir cette merde. Moi je l'ai vu en 4K, c'est dans mon home cinéma. Voilà. Moi je l'ai vu sur mon écran d'ordi, et je vous l'annonce tout de go, moi je ne peux plus regarder des films sur mon ordi, j'ai envie de mourir. Je n'ai plus 17 ans, j'ai un grand écran Sony que j'ai payé la peau du queue, je peux regarder les films dessus, et là c'était insupportable. Câble HDMI, non Quoi, câble HDMI? Tu peux brancher ton ordi sur ta télé. Je pourrais, mais j'ai un Mac. Il y a des adaptateurs. Donc il faudrait que j'achète un adaptateur de merde. On passe dans la partie tech de l'émission. Il existe des adaptateurs. Et comme c'est Apple, avec ça Chromecast. coûte bon, ça va bien maintenant. Non mais oui, on va essayer de faire plus attention d'éviter. Là pour le coup, c'est con parce que c'était un peu l'objectif de ce cycle, c'était de prendre des films un peu plus connus. Et en fait, ils sont tous assez pénibles à trouver, paradoxalement. Mais c'est peut-être un peu ces films du milieu où c'est les années 2000. Ouais. C'est des films qui commencent à être restaurés en fait vraiment là ces dernières années. En fait, c'est des films longtemps, ce qui circulait, c'était des copies DVD un peu délavées, même en Blu-ray. En fait, c'était pas des très belles copies. Et c'est des films qui commencent à être restaurés. Alors, pour le coup, Scream 2, c'est les années 90, mais là, 2003. Ouais, c'est pas encore le moment, quoi. Non. On commence à avoir des films des années 2000 maintenant qui sont restaurés en 4K. Mais bon, celui-là, c'est quand même pas une priorité. Non, on peut comprendre. On peut comprendre. D'ailleurs, on dit ça alors qu'on n'encourage pas forcément les gens à aller le voir. Allez voir, pour le coup, le film de Tobe Hooper qui est ressorti il y a quelques semaines dans une magnifique copie. Qu'il faut absolument un film à revoir tous les... C'est un peu comme le dont tu parlais l'autre fois. Un film à revoir tous les ans, quelque chose comme ça. Oui, pour Halloween. Voilà. Ou quand vous voulez d'ailleurs, pour Thanksgiving. Et d'ailleurs, il y a une super scène de repas qui fait penser au cliché du Thanksgiving. Oui. Bon, bref. Je le découvrirai prochainement. Tout à fait. Avez-vous des recommandations, messieurs? Allez, oui, une petite... Pardon, Non, mais vous avez bien raison, on a dit hein. l'essentiel, je crois. Si, je voulais dire... Non, c'est bon. On aurait risqué d'être drôle si on continuait à parler. Oh oui. Surtout pas. Restons sérieux, restons cadrés. Allez, récemment vu sur je sais plus quelle plateforme, on s'en bat les couilles, le menu de Marc Milod sur MyCanal. MyCanal 2022, récent 2022. Voilà. J'ai trouvé ça pas mal, franchement pas mal. Ça tient probablement grâce à Voldemort. Voilà, Voldemort. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, voilà. Que j'aime dans tout. Voilà, franchement, j'aurais pas misé un copec dessus et j'ai trouvé ça plutôt bien. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Louis, tu veux que je... Oui, vas-y. Moi, je vous conseille de voir ou de revoir La Colline à des yeux. Moi, j'ai vu le remake de Alexandre Aja avec Quentin. Cocorico. J'ai trouvé ça vraiment génial. Par contre,
vraiment la suite, La Colline à des yeux 2, par un réalisateur dont j'ai oublié le nom, c'est pas la peine de le voir. Il est vraiment très mauvais. Hein. Il est très très mauvais. Oui, enfin, quand même, non, objectivement, je pense que c'est vraiment un peu nul à chier. Donc voilà, La Colline à des yeux pour moi. Comme on est au mois d'octobre, Halloween, tout ça. Et moi, ou novembre d'ailleurs, pardon. Non, c'est moi. Ouais. Je vais prendre avec ma petite voix mielleuse, comme ça je finis en ASMR. Ah non, surtout doucement. Pas. Arrête, c'est horrible. Je sais pas si on entend. Moi, je vous recommande la grosse édition Carlotta je vous recommande la grosse émission sur Canal+, émission qui s'est arrêtée il y a 15 ans. Non, le Carlotta donc a ressorti Massacre à la tronçonneuse, notamment dans une grosse édition avec plein de bonus machin, et notamment auquel ils ont adjoint le livre de Jean-Baptiste Auré sur Massacre à la tronçonneuse, qui a longtemps été introuvable. Et qui est pas mal. J'en étais sûr. Bon, ce livre-là, il est plutôt pas mal en vrai. Et il avait longtemps été introuvable. Et en plus, le coffret est chouette parce qu'il y a évidemment énormément de bonus, notamment des scènes coupées où on voit du coup un peu le tournage du film. Et bon, c'est des documents assez précieux pour les gros fans du film. Et donc voilà, c'est l'édition ce qu'ils appellent les coffrets ultra collector, qui coûtent un peu une blinde, qui sont assez chiants à trouver. Et là en plus il s'est vendu comme des petits pains. Mais bon, je vous le recommande pour le film et puis pour le bouquin qui va avec. Okay. Pour ceux qui veulent un petit peu prolonger l'expérience Massacre à la tronçonneuse. Ça va être tu sais si ça va être une édition limitée comme ça C'est déjà limité et c'est déjà très très difficile à trouver. Donc c'est pour ça que je vous dis voilà, si vous le voulez, tardez pas trop, et si vous en prenez 2, vous pourrez vous acheter une belle maison d'ici 15-20 ans. Oui. Moi, comme un con, j'en ai acheté qu'un. Et en plus, je l'ai ouvert pour le regarder. Ah bah oui. Ah bah bravo. J'ai pas le sens des affaires. Ouais. Sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine comme d'habitude, et on se retrouve avec un nouveau cycle pour le mois de novembre. Des gros bisous. Au revoir. Au revoir. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.